messieurs, bonjour, peut-être bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Dans tout le cas, bienvenue dans ce numéro de l'émission Éco-Verte sur Géopolice Télévision. Éco-Verte qui s'est déplacé aujourd'hui dans les locaux de RED+, qui est le projet gouvernemental de réduction des émissions provenant du déboisement et de la dégradation des forêts. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir les coordonnateurs du groupe de travail RED+ rénové, M. Guy Kajemba, coordonnateur national, je l'ai dit. On l'a trouvé dans ce bureau et on parle aujourd'hui d'une question exceptionnelle dans l'histoire du climat, une question exceptionnelle dans l'histoire politique et économique de la République démocratique du Congo, l'économie verte. Justement, il s'agit du projet, de ce gigantesque projet gouvernemental consistant à construire et ériger un couloir vert qui doit quitter Beni jusqu'à Kinshasa, traversant la forêt équatoriale, le bassin du Congo, la route nationale numéro 4, reliant beaucoup de provinces justement pour promouvoir l'économie verte, promouvoir le développement local, et après beaucoup plus de dégradation, beaucoup d'activités qui ont porté un coup dur sur l'écosystème de la RDC, notamment le conflit de groupes armés, et on en parle avec le coordonnateur, l'un des spécialistes que le pays a dans ce domaine de la protection de l'environnement. Monsieur le coordonnateur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de nous recevoir dans vos bureaux du siège national du groupe de travail climat RED+ rénové, où vous exercez les fonctions de coordonnateur. Est-ce que vous pouvez nous dire autrement, est-ce que vous pouvez mieux expliquer c'est quoi RED+ finalement? RED+, c'est la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation de forêts. Le plus qu'on a ajouté, c'était parce qu'il fallait aussi ajouter la partie conservation. Et donc, c'est toute une dynamique mondiale où il y a eu beaucoup de réflexions pour essayer un peu de voir comment on peut faire autrement par rapport à l'échec ou à la difficulté de réduire la pression sur le changement climatique au niveau mondial. Et comme vous voyez, il y a des pays pollueurs, des pays qui polluent et qui ne cessent de polluer parce qu'ils font la course au développement. Et que donc nous avons trouvé l'opportunité comme RDC et comme pays de forêt du bassin du Congo, et les trois bassins bien sûr, l'Amazonie et le Mekong, qu'on pouvait apporter une solution, une réponse mondiale à la question de la lutte contre le changement climatique à travers les efforts de réduction des émissions liées à la dégradation des forêts. Parce que vous savez, les forêts séquestrent suffisamment de carbone et permet à ce qu'on ait un peu l'équilibre, même si c'est encore déséquilibré. Le risque est que d'ici 2030, on peut aller au-delà de 1,5 degré, ce qui serait catastrophique pour l'humanité. Aujourd'hui, ça faisait comme longtemps que ce projet existe, je crois presque une dizaine d'années, et ce projet RED+ en RDC est-il vraiment en train de remplir sa part des contrats, parce qu'il avait été prévu par moment de mobiliser quelques 200 millions de dollars justement pour soutenir l'initiative. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, pouvez-vous dire aujourd'hui que vous êtes vraiment en train finalement de remplir votre part des contrats? Bon, 200 millions de dollars, c'est rien. Je crois que la RDC a beaucoup plus d'ambition. Quand vous voyez notre CDN, nous sommes autour de 22-23 milliards de dollars qu'il faut mobiliser. Et on est très loin, encore très loin dans la mobilisation. Et le travail continue. C'est que l'initiative a commencé. Nous étions le premier pays au monde, parmi les premiers pays au monde à avoir abordé cette question qui est nouvelle. En Afrique et partout, la réduction des émissions, le travail sur le climat n'a pas intéressé beaucoup les Africains. Et que donc en 2009, nous avons produit une stratégie nationale et un plan d'investissement qu'on a essayé un peu maintenant d'actualiser avec les accords de Paris pour arriver à produire un CDN, notre contribution déterminée nationale. Donc c'est que nous pouvons contribuer et les chiffrer. Et donc les efforts continuent dans la mobilisation de ressources. Aujourd'hui, peut-être on peut être à 1 milliard ou à 1 milliard et quelque chose quand on fait la sommation. Sauf que ça ne passe pas nécessairement dans la tracée, dans la ligne budgétaire de l'État, parce que ça passe soit par la Banque mondiale, soit par d'autres mobilisateurs. Mais pour la RDC, pour le fonds d'arrêt, pour le fonds national, je crois qu'on est
à 700 millions à peu près, 700 ou 100 millions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, vous dites on est autour de 700 millions, ce qui est déjà quelque chose, mais au vu du volume du travail que vous devez accomplir, parce que parmi vos missions, c'est ce pouvoir accompagner ce travail de lutte contre le déboisement, il faut travailler pour les reboisements. Vous êtes un peu partout à travers le pays. Est-ce que vous pensez qu'avec ce montant, avec ce que vous avez à temps financé, vous êtes finalement en train d'accomplir quand même, ne serait-ce que le minimum de ce que vous aurez dû? Bon, le pays est tel qu'il est. Vous connaissez le PIB, vous connaissez le salaire minimum enfin le minimum de salaire. C'est qu'il y a une pauvreté accrue. Et que donc c'est un obstacle. Or, la RED a deux objectifs. On réduit les émissions et on réduit la pauvreté. Il n'y a personne qui va accepter de protéger la forêt et de ne pas manger, de ne pas trouver quoi manger. Et que donc, ça doit être, les deux doivent aller ensemble. Alors quand on voit ça, on sent qu'il y a d'abord un devoir régalien de mobilisation des ressources domestiques, et après il y a des appuis extérieurs. Par rapport à cela, comme je disais, la RDC en même temps c'est un continent, un méga pays, et que donc il faut absolument que, déjà nous-mêmes là, on n'est même pas à 16 milliards de dollars pour toute la République, et que vous voyez déjà quand nous parlons de notre CDN, c'est autour de 24 milliards, donc ça va au-delà de notre propre budget, notre capacité de mobiliser à l'interne, et que donc il y a un travail à faire dans ce sens-là. Il y a pas, nous continuons à mobiliser. Je pense que le comportement des communautés, nous travaillons beaucoup plus. Nous sommes la société civile, bien sûr. Nous travaillons beaucoup plus avec les communautés pour les accompagner, parce qu'ils ont un comportement historique d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, la RDC est à 2% pour les taux de déforestation. Évidemment, si on va projeter ça dans le futur, ça peut encore aller crescendo, ça peut monter. Mais déjà, les communautés autochtones, les peuples autochtones, les pygmées, les autres qui vivent dans la forêt ont montré des preuves, de leur capacité à protéger, à préserver l'écosystème forestier et la biodiversité. Et alors, une question me vient en tête. Vous parlez effectivement de cette difficulté que vous avez de marier la protection de l'environnement et le développement de populations locales. Parce que c'était un dilemme, parce que pour manger, il faut couper l'arbre, pour cultiver, il faut couper avec notre agriculture sur brûlure. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec les efforts de sensibilisation que vous êtes en train de mener sur le terrain, il y a le message passe, parce que vous avez cité la situation des pygmées, est-ce que vous pensez que c'est une situation, c'est un constat de manière générale que vous avez fait à travers le pays, qu'au moins les messages, il y a ce qu'on appelle l'appropriation de votre mission dans dans ce travail qui consiste à atteindre l'objectif de développement durable de l'Organisation des Nations Unies, qui est fixé jusqu'en 2030. Oui, le premier problème, le premier palier du problème, c'est qu'il faut des alternatives. Il y a des réponses à ça. Ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que le développement, c'est ce qu'on va en parler bientôt, ce qu'on appelle tout ce qu'il y a comme projet intégré, projet RED intégré. C'est qu'on aborde un certain nombre de questions pour permettre aux communautés, parce que les moteurs de la déforestation sont connus. Il y a une étude qui devait être actualisée, mais qui existe déjà, qui démontre quels sont les moteurs de déforestation en RDC. Ils sont connus, on doit les adresser. Pour les adresser, il faut que les communautés puissent avoir accès à un certain nombre de services qui leur permettent un peu de réduire leur va-et-vient sur les forêts, notamment l'agriculture cérébrale, l'énergie bois, qui sont des grands fléaux. C'est-à-dire que là, c'est là où on doit travailler beaucoup, on doit mettre beaucoup de moyens et de ressources pour que les communautés fassent l'agriculture, une agriculture durable, et pérenne, et bien, et qui ne fait pas pression sur la forêt. Vous voyez? Et ça, il faut des moyens. Non seulement l'agriculture, il faut qu'ils aient un niveau de vie décent, accès à tout ce qu'il faut. Le bois énergie, si vous allez au bord du bac, sur la route Congo, là, vous savez qu'il n'y a plus d'arbres, même on commence à faire des macales avec des arbres fruitiers, ça devient dangereux. Et que donc là aussi, il faut une réponse à beaucoup de niveaux. Au niveau où on doit accéder à l'énergie, au niveau où on doit faire des efforts pour que les communautés puissent avoir d'autres moyens, parce qu'eux, ils vendent le macala pour survivre. Et s'ils ont d'autres moyens de recours, tout ce qu'il y a comme énergie alternative, l'énergie même, nous avons un grand barrage, malheureusement. Et que donc toute cette conjonction de travail-là, c'est ce que nous faisons. Maintenant, ici, nous sommes à deux niveaux.
il y a deux sortes de projets. Il y a les programmes habilitants et les programmes sectoriels. Habilitants, nous avions une carence de textes. Les lois et les politiques sur les forêts, sur le foncier, sur l'aménagement du territoire, sur l'énergie. Tous ces textes-là devaient être actualisés et mis et validés à beaucoup de niveaux pour permettre à ce que les choses soient encadrées, pour permettre à ce que les projets, les programmes soient mis en œuvre, puissent avoir des soubassements, notamment les espaces. Quand on parle de l'aménagement, on se dit, bon, mais quels sont les espaces qu'on peut protéger? Il n'est pas nécessairement dire qu'on ne fait pas, c'est ce qu'on va voir dans le corridor, on ne fait pas la conservation comme on fait à l'ICCN. C'est-à-dire chasser les gens et les empêcher d'accéder. Non. On trouve des mécanismes pour qu'il y ait des espaces qu'ils vont protéger, des espaces qu'ils vont utiliser pour leur propre vie, les espaces où il y a la biodiversité. Et tout ça, ça doit être un travail, on appelle ça des plans simples d'aménagement de territoire, mais appelés les échelles sont des plans d'aménagement du territoire au niveau national, qui doivent définir clairement quelles sont les poches, les endroits qu'il faut nécessairement utilisés pour le travail des communautés. Je venais d'assister en tant que journaliste intéressé par cette question de l'environnement, je venais d'assister à une soutenance d'une thèse de travail scientifique à l'université de Kinshasa, où on a parlé de la question des bonobos dans la province de l'Équateur, dans la grande province de l'Équateur. Et selon cette étude, il a été démontré que finalement, cette politique-là, dont vous parlez, de pouvoir chasser de population, pouvoir contraindre de population pour garder les zones protégées, les aires protégées, mais avait ses limites. La recherche a démontré qu'il fallait plutôt, comme vous dites, pouvoir trouver la population dans leur zone d'habitation et pour adapter justement ces politiques avec leur situation réelle. Par exemple, aujourd'hui, si on va faire de ces quartiers une zone comme une aire protégée, il faut que ça tienne compte des réalités locales, parce que la plupart des aires protégées à travers le pays l'ont été, c'est parce que l'État ou le pouvoir colonial, à un certain moment, soit nécessaire, bon, je veux dire l'État tout court, a décidé de pouvoir faire des zones comme ça, comme des zones protégées, qui n'ont pas tenu compte justement de réalité de la population. Vous pensez que c'est un raisonnement qui peut tenir le coup, parce qu'on voit déjà les conflits entre les populations locales et les conservateurs, justement, par exemple, dans l'abattage, dans la culture, dans la chasse, ça pose toujours des problèmes. Oui, c'est à ce niveau-là que nous, après avoir échoué beaucoup de fois, nous avons travaillé beaucoup sur le parc de Kaouzi-Biegala, où il y a des conflits chaque jour entre le parc et les riverains, et ailleurs, et que nous avons pensé que la règle ici appelle l'innovation. L'innovation, c'est celle-là, en fait, c'est de permettre à ce qu'on ait des projets intégrés, qu'on ait des espaces dédiés à toute activité. Ici, nous intégrons même la question des foresteries communautaires, les forêts de communautés locales. Et après, il faut se dire que ces biodiversités, tous ces bonobos ont été protégés par ces mêmes communautés. Et que donc, c'est vrai que la pression exotique, les chasseurs, ceux qui cherchent les perroquets et tout ça, pour aller les vendre à l'étranger, pose problème. C'est là où le rôle devait être joué, et en même temps, de manière intégrée, de manière à ce que la communauté participe et contribue à la protection et à la conservation aussi. Alors, parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est d'aller chercher les produits forestiers non ligneux. Ils n'ont pas de frontières dans la tête. Un pygmée, lui, il se déplace, il est un peu les nomades. Donc, il va là où il trouve que ça marche. Et après, vous le retrouvez là-bas. Après, un temps, il se déplace ailleurs. Et que donc, tout ça doit faire partie de ce travail-là pour qu'aujourd'hui, on ait une conservation modernisée, un peu adaptée, qui prenne en compte sérieusement la présence des communautés riveraines qui contribuent, qui maîtrisent d'ailleurs. Je me souviens, il y a eu une étude qui devait être faite pour recenser les espèces, et les pygmées l'ont fait rapidement avec les chercheurs américains. Seulement, ils n'avaient pas les noms scientifiques, ils n'avaient pas d'ordinateur, mais dans moins de 2 semaines, ils ont donné tout ce qu'il y avait dans la forêt. Et les chercheurs avaient déjà fait 6 mois. Ils ne parvenaient pas à tout mettre. Donc il faut une dynamique, il faut intégrer la dynamique locale. Donc il faut intégrer la dynamique locale, parce qu'il y a les savoirs endogènes. C'est aussi savant que ça, c'est pas la science pour la science. Il y a des connaissances endogènes qui sont empiriques, qui sont un peu compliquées aussi par moments.
qu'on doit mettre disons, qu'on doit intégrer dans tout ce travail-là. Voilà, la RDC qui est un pays solution, le président Tshisekedi l'a dit, lors de plusieurs sommets sur le climat, notamment les sommets devant les ambassadeurs, devant le corps diplomatique, où il a dit que le pays s'organisait justement à pouvoir ériger un couloir qui partirait de Kivu jusqu'à Kinshasa, donc c'est presque 100 000 kilomètres qu'il faut aménager pour protéger l'environnement. Et aujourd'hui, comment est-ce que cette question est prise en charge par les organisations gouvernementales et non gouvernementales de défense de l'environnement pour protéger la biodiversité, protéger les forêts de la RDC, promouvoir le développement des populations locales? C'est ça le thème principal de cette émission, comme on venait de suivre justement les éléments préliminaires de comment ça fonctionne le secteur de l'environnement et la protection des forêts en RDC. On pose la question à notre invité. Comment savoir? Je rappelle qu'il est M. Guy Kajemba, qui est coordonnateur national du groupe de travail climat RED Plus Rénové. Aujourd'hui, comment avez-vous accueilli en tant que RED Plus ce projet gouvernemental et un projet ambitieux? On parle de presque $1 milliard d'investissement qu'il faut effectuer. Bon, peut-être ça va surprendre beaucoup de gens, mais ça ne surprend pas parce qu'on en parle. Nous avons été surpris. Et ce genre de projets sont des projets. L'idée en soi n'est pas mauvaise. C'est le travail que nous faisons. C'est la lutte que nous faisons pour demander à ce que l'ensemble des communautés et de tout le monde puisse réfléchir dans le sens d'avoir un comportement qui protège l'environnement globalement. Mais alors, pour créer, parce que là on crée une zone. Quand on crée une zone, c'est qu'il y a des conséquences. C'est-à-dire qu'on crée l'espace, dans cet espace-là, il y a des gens, il y a des populations, il y a des communautés, il y a des peuples autochtones, il y a des carrés miniers, il y a du pétrole, il y a tout ça. Donc nous avons pensé que c'était très précipité, qu'il fallait précéder d'abord par des études qui nous donnent tous ces éléments-là, parce que même la carte elle-même, elle a posé problème à un certain moment, parce que même ceux qui ont fait la carte ne sont pas adressés à l'instance habilitée à produire des cartes, qui est la DIAF, Direction des inventaires d'aménagement de territoire du ministère de l'Environnement. Et que donc, nous encourageons ce projet, nous pensons que c'est un projet ambitieux et qui peut marcher, mais tout en demandant qu'il y ait une qualification, des discussions approfondies avec la société civile, avec nous, notamment la communauté, parce que ça va s'appliquer sur les communautés. Rappelez-vous le problème de la question de blocs pétroliers. C'était toujours la même chose. On est assis devant la télévision, on apprend que non, bon voilà, appel d'offres. C'est régalien, c'est le droit de la République. Mais à un moment donné, même en amont, une République consulte quand même et s'assure que ça ne peut pas avoir d'autres des effets revers que nous appelons les fuites par rapport au comportement que les gens ont. C'est donc nous encourageons, nous sommes en train de chercher toujours à avoir un dialogue. Les temps sont un peu perturbés par rapport au contexte, mais nous pensons qu'on va continuer les discussions avec tous les acteurs qui sont impliqués pour essayer un peu de voir à quel niveau. Le principe dans tout ce que nous faisons sur le changement climatique, c'est différent du reste. Vous ne pouvez pas avoir des ressources si vous n'avez pas un mécanisme, une structure comme la société civile qui participe, qui est impliqué en amont, en aval dans vos démarches d'avoir des financements. C'est qu'à un moment donné, il y a ce que nous appelons le consentement libre, informé et préalable. Il y a ce que nous appelons les études d'impact environnemental et social. Et tout ça, ce sont des dossiers qui devaient précéder, qui devaient être les sous-bassements de ce travail-là. Mais c'est curieux qu'on veut le faire après avoir créé. C'est ça le problème. Beaucoup de choses devaient se faire avant. Nous savons qu'il y a des chercheurs, des professeurs des universités qui sont impliqués, qui sont en train de travailler. Mais nous pensions qu'il fallait d'abord qu'eux terminent avec tout le monde, en impliquant tout le monde, avec les communautés et tout, en faisant des consultations, en discutant et tout ça, en essayant un peu de voir un peu la cartographie. Et après, c'est à ce moment-là où on crée avec les sous-bassements. On a inversé. Alors, vous pensez, vous souhaitez,
de donner carte blanche. Vous ne donnez pas carte blanche au projet, vous les soutenez quand même. Vous pensez que c'est un projet nécessaire justement pour encourager les communautés à protéger davantage l'environnement. Et aujourd'hui, bon, si jamais le projet était mis à l'état, en place, et vous pensez quel impact est possible, négatif comme positif, dans la vie des communautés locales? Bon, si jamais, parce que c'est vraiment ambitieux, ça demande un montage financier terrible, c'est plus de 10 provinces. Et je vous rappelle aussi que même Gombe est dans ces projets-là. Ouais. Donc, vous comprenez, Gombe, le développement de Gombe là, ou de Massina, d'Engassani, Ouais. le coût de ça, pour changer, ne fût-ce que changer, à Kinshasa, on n'arrive même pas à encadrer la population pour qu'ils puissent bien gérer les déchets. Ouais. Vous voyez que nous sommes maintenant à 10, nous prenons maintenant 10 fois Kinshasa. On quitte le Kivu, on monte et on descend jusque-là. Et on va trouver des espaces où il y a la biodiversité, où il y a quoi, mais on va trouver des espaces où il y a des communautés, des gens, tout ça. C'est dire que non, si ça, on espère que ça pourra marcher. Si ça marche, ça peut être quelque chose de très positif parce que ça peut contribuer effectivement à la vision de la RDC ou bien à la vision mondiale par rapport à la question qui est sur la table sur la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. Et voilà, donc maintenant, il faut des montages financiers, il faut des bailleurs de fonds, il faut de l'argent, il faut du travail en amont, il faut de l'implication de tous pour que la construction de ces projets dans les détails soit vraiment robuste et bien fait avec des garanties de gouvernance. Vous connaissez ça aussi en plus. Et la plupart des fois, si aujourd'hui on n'a pas vraiment de fonds chez nous, c'est parce qu'il y a toujours ces problèmes-là qui apparaissent là, de détournement de quoi. Et que donc, quand par moment on est réservé, on met l'argent à la Banque mondiale, on renvoie au PNUD pour le pays. Vous voyez. Et que donc, on peut se retrouver dans ces contextes-là où ce sont les acteurs qui eux-mêmes viennent à implémenter ce genre de projet. Et finalement, on a des problèmes. C'est-à-dire que nous tenons à ce que cette idée soit développée, que les discussions continuent, que les études se fassent, que tout ce qui n'a pas été fait soit fait proprement et clairement, et que nous, on va contribuer à mobiliser les communautés et les populations pour participer activement à la mise en œuvre de ces projets. Et vous venez d'évoquer, je crois, trois préalables, notamment la traçabilité dans la gestion de ce fonds, si jamais ils sont mobilisés, les dialogues qu'il faut avoir entre l'État et les communautés locales, avec la société civile, avec les autres partenaires tant nationaux qu'internationaux. Vous avez parlé des impacts positifs possibles de ce projet si jamais il est réalisé. Mais en tout cas, la mission du président de la République et la mission du gouvernement congolais, quand vous lisez les décrets du Premier ministre créant cette zone d'exclusion, cette zone verte, c'est justement la RDC de devenir le pays solution parce qu'il héberge quand même la plus grande forêt équatoriale d'Afrique. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la RDC, bon, au-delà de ce que vous avez déclaré, aura de moyens de sa politique pour justement réaliser, à dehors du fait qu'il faut la traçabilité? Est-ce que vous pensez avec les ressources locales, nous pouvons parvenir, peut-être pas avoir les milliards nécessaires, mais avoir ne fût-ce que de l'argent pour commencer ce projet et des ressources tant financières qu'humaines ainsi que matérielles? Bon, ce qu'il y a de positif dans cette question d'actualité du changement climatique, c'est que ce n'est plus l'aide au développement. Ce n'est plus des dons. Ce sont des compensations. Ce sont des rétributions aux efforts. C'est comme quelqu'un qui a quelque chose, hein, il a des choses, il demande qu'on puisse, si on veut l'utiliser, qu'on le paye, qu'on donne l'argent, vous voyez. Et c'est ça, c'est la question du marché de carbone et tout le reste. C'est-à-dire que ce projet peut générer de lui-même de l'argent à mobiliser au niveau des ressources internes, s'il est bien construit et s'il respecte les principes qui sont de diligence raisonnée qui existent dans tout ce qui est comme marché carbone au niveau mondial, parce que c'est réglementé au niveau international. C'est réglementé parce qu'il y a tout le travail de cartographie, d'identification des ressources, de plans simples, de plans d'aménagement,
de consultation, consultation des populations, donc de l'approbation des communautés qui seront impactées par ces projets, les études d'impact environnemental et social. Donc tout ce travail, s'il est bien fait, bien ficelé, ce n'est pas à dire qu'on va, on va aller quémander l'argent quelque part. C'est juste, comment on peut faire ça, un paiement basé sur les résultats. Vous voyez? Et nous avons déjà des exemples de projets carbone. Quand vous avez un projet carbone, ce n'est pas dire que vous allez demander, c'est du donnant-donnant. Vous avez calculé, vous avez votre niveau de référence, vous avez la quantité de carbone que vous séquestrez, vous démontrez que les communautés se sont engagées, ceux qui sont dans les espaces. Parce qu'il ne s'agira pas de faire sortir les gens chez eux. Il ne s'agira pas de faire de cette zone une zone de conservation. C'est là où encore le problème se pose par rapport à... Évidemment, il y a une loi qu'on a révisée vite pour essayer un peu de régler cette question. À la va-vite, là, jusqu'à la dernière minute, pour essayer de régler cette question. Ça prêtait confusion. Parce que nous, on prend ça comme un paysage, comme un landscape, où tout cohabite. On en parlera peut-être les projets RED intégrés. Vous avez de l'espace, vous travaillez avec les communautés, vous les donnez, enfin, vous cherchez de donner des alternatives pour qu'ils puissent vivre décemment et en retour... On va parler de votre travail. Je voudrais qu'on termine par cette question au sujet de cette thématique du célèbre couloir vers Kivu-Kinshasa. Vous parlez de la traçabilité, du dialogue, je le dirais assez. Et aujourd'hui, vous pensez que quelles sont les parties prenantes à ce processus qui doit vraiment contribuer à sa maturation pour sa mise en œuvre, afin que ça puisse produire les effets escomptés. Et si jamais le projet est mis en œuvre, quels sont les gains? Vous pensez que les gains peuvent être au-delà de gains en termes de revenus des populations locales, mais aujourd'hui vous parlez également parce que c'est ça aussi votre problème, parce qu'il y a beaucoup d'applications, pas sur la cartographie. Il va falloir peut-être déplacer des villes entières, mais comme vous avez parlé de Kinshasa, peut-être des quartiers entiers dans la ville de Kinshasa pour en faire des zones d'exclusion, zones de protection, zones vertes. Vous pensez quels sont les partenaires, quelles sont les parties prenantes qui peuvent accompagner, qui doivent participer à ce dialogue possible entre l'État et les autres parties prenantes? Vous savez que c'est tout ça au niveau de la RDC. On veut inventer la roue. La RDC a une stratégie nationale RAID, un plan d'investissement qui a été conçu de manière participative avec l'accompagnement des partenaires et tout le monde s'est retrouvé dedans. Aujourd'hui, quand nous nous adressons au ministère du Développement durable, ils n'ont pas été informés, ils n'ont pas été impliqués dans ce travail. La première chose, c'est de remettre ce travail aux techniciens. Ce n'est pas la présidence qui doit... La présidence porte ça politiquement, mais c'est important que ce travail soit remis aux techniciens avec qui on travaille, qui savent un peu qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau-là. Et ces techniciens-là, nous sommes en collaboration avec eux sur beaucoup de questions. Oui. Et que donc, c'est un peu ça. Donc, il y a savoir ça. Donc, on a le ministre de l'Environnement avec tout ce qui est le secrétaire général et toutes les directions qui sont là. La DIAF est là, elle fait les inventaires de cartes. Il y a la direction de foresterie communautaire, il y a la direction il y a plusieurs directions au niveau où il y a des techniciens, des papas qui ont 20, 30 ans travaillé sur ces questions partout avec d'autres agences. Ça, c'est une chose. Ça, c'est la première partie prenante. Alors, la deuxième, c'est la société civile. Environnementale, bien sûr, parce qu'on ne va pas entrer dans la nébuleuse de la société civile comme vous connaissez. Dans la société civile environnementale, il y a disons le GTCR, d'abord lui-même là, il a à peu près 480 organisations. Et puis après, à côté, il ne faut pas oublier les réseaux des autochtones pygmées, qui ont une vie spécifique qui doivent être impliqués. Après, là, nous avons les partenaires. Et les partenaires, c'est dans la crédibilité, dans la confiance, dans la construction du document qu'ils s'assurent que
tout le monde est impliqué, il y aura des garde-fous, il y aura des garanties, et les sans-voix auront à s'exprimer, parce que dans tout ce genre de projets, actuellement, il y a des mécanismes, des dispositifs que nous mettons, nous demandons, des systèmes d'information sur les sauvegardes. Les sauvegardes, c'est tout ce qu'il y a comme implication des femmes, ne pas faire utiliser les enfants et tout ça. Les plaintes et recours pendant la mise en œuvre du projet. Donc, dès lors que tout ça c'est garanti, nous pouvons nous rassurer de tous ensemble, on peut aller mobiliser. Les moyens peuvent être mobilisés parce que, comme je dis, c'est un potentiel. C'est comme quelqu'un qui a de l'or, mais qui ne sait pas. Sa vraie valeur. Sa vraie valeur, ou qui ne sait pas comment procéder pour qu'il puisse mieux le vendre. Ouais. Sinon, ça sera un charlatan qui va vous dire que c'est une pierre. Et pourtant, c'est de l'or. Donc, c'est un projet à soutenir, mais il faut des préalables, notamment qu'il faut qu'il y ait la traçabilité dans sa gestion, il faut qu'il y ait un dialogue permanent entre l'État et les parties prenantes, et il faut beaucoup plus tenir compte des experts, l'expertise de chaque partie pour pouvoir booster ce projet. On l'a compris, mais de plus, comme on l'a dit, c'est un groupe de travail, des experts sur le climat qui travaillent pour lutter contre les déboisements, pour justement atteindre l'objectif de développement durable des Nations Unies, notamment REDD+ travaille principalement sur les articles, le point 13 et 15 de ces objectifs qui sont autour de 17. RDC, quel est son travail justement, quel est son travail concret sur le terrain depuis son installation en République démocratique du Congo? Où sont-ils ces agents de REDD+ qui travaillent pour justement lutter contre le changement climatique en République démocratique du Congo? C'est le dernier point que nous abordons avec les coordonnateurs nationaux du groupe de travail climat REDD+ rénové, M. Guy Kajemba, qui nous reçoit ici dans son cabinet, dans son bureau de la Gombe. Monsieur Guy, comme je le dis, vous êtes un peu partout. En tout cas, on doit tenir compte de vos objectifs, on doit tenir compte de votre cahier de charges à travers les pays. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui dans quelle province, dans combien de provinces est-ce que vous vous trouvez à travers la RDC sur les 26 provinces? Alors nous, pour le moment, nous couvrons 19 provinces. Sur 26. Sur 26. Et dans la plupart de ces provinces ont été ciblées en fonction des enjeux sur la question climatique et REDD. Là où il y a des programmes, des projets, des activités qui ont un impact sur l'environnement, nous avons préféré d'abord suivre, installer nos antennes là-bas, pour nous permettre un peu de suivre de proximité les investissements, les projets qui sont mis en cours. Dans l'optique que nous avons dit tout à l'heure là, c'est rassurer que ces projets sont réellement là pour adresser le vrai moteur de la déforestation d'une part, et combiner avec les efforts de la réduction de la pauvreté au niveau local. Et voilà, donc c'est dans ces provinces-là. Dans toutes ces provinces-là, je pense qu'il y a, on peut citer une dizaine de programmes intégrés qui avaient commencé déjà depuis le début du processus. Vous avez le programme intégré, Chopo, Buta, Maindombe, Otuele, Kwilu et tout ça. Donc, tous ces programmes, il y a des projets qui sont financés avec une moyenne peut-être de 10 à 20 millions de dollars par projet en moyenne, et qui sont en train d'implémenter des activités intégrées. Activités intégrées, comme on l'a dit au début, sont des activités qu'on trouve que les communautés ont l'habitude de faire, mais qui font mal. Ils ont l'habitude de planter le manioc, mais ils le plantent dans la forêt. Ils vont couper la forêt pour planter. Est-ce qu'il y a moyen de le faire autrement? De le faire dans des endroits, on les accompagne dans ça, avec des semences améliorées, avec tout ce travail-là, des espaces, et voilà. Tout comme la carbonisation en moindre, avec des espèces qui ne sont pas des espèces reboisées, par exemple, les acacias ou les restes, qui n'ont rien à faire avec la forêt. Donc,
Il y a beaucoup d'activités qui sont faites dans ce programme pour lesquelles nous veillons régulièrement à ce qu'ils ne puissent pas impacter négativement la vie des communautés locales. Parce que par moment, vous voyez, c'est comme nous disions, vous pouvez avoir un objectif de réduire les émissions, mais les gens trouvent que non, c'est très gênant de rester là-bas, ils vont ailleurs. Et ils font la même chose, et puis quand on fait la sommation, il n'y a rien qui est fait. C'est-à-dire que tout cet encadrement-là doit nous permettre, nous, de rassurer que les communautés sont en train d'accompagner, de participer activement à la mise en œuvre de ces projets pour qu'ils puissent avancer et avoir des résultats. Et aujourd'hui, depuis combien de temps vous avez commencé ce travail-là d'encadrement? On voit il n'y a pas que la distribution des semences est améliorée et autres, mais vous participez aussi au niveau du reboisement, des forêts qui sont détruites par les communautés locales, soit par des conditions climatiques elles-mêmes. Depuis combien de temps vous êtes là et comment vous pensez, quelle lecture faites-vous de manière globale? Est-ce que le projet tient la route? Tous ces projets-là que vous initiez, c'est qu'à 20 millions de dollars par projet, c'est quand même beaucoup d'argent. Comme je disais au début, c'était une expérience nouvelle. Vous savez, le processus d'année de l'essai était un modèle. Je me souviens même partout où on a été, que ce soit à la Banque mondiale, dans des réunions à Washington ou à Paris ou ailleurs. On était le modèle. En même temps, on n'a pas de repères. Vous voyez? Et que donc, à un moment donné, il y a eu des essais-erreurs. Des essais-erreurs, là, moi, quand je les analyse, c'est parce qu'on n'avait pas... On était très pressés d'avancer, d'être modèle, mais il y avait des préalables. On avait oublié qu'on était dans un pays où les textes n'étaient pas adaptés, n'étaient plus à jour. Ouais. Et ce qui fait que quand vous avez un PIRED, vous n'avez pas un plan d'aménagement national, vous n'avez pas une politique nationale forestière, vous n'avez pas une politique nationale la loi sur le foncier et tout ça, vous naviguez dans le vide. Et après, vous avez des petits problèmes par-ci, par-là. Je peux oublier, c'est pas seulement... Il y a des écoles que ces programmes réhabilitent, des bâtiments même de l'administration et tout ça, en dehors de tout ce qu'ils font là. Et que donc, c'est un peu ça. Nous, on a été... La première phase, c'était 200 millions. Et les 200 millions... Vous savez, dans ces pays, 200 millions, ce n'est rien. Quand on apprend qu'il y a quelqu'un qui a bien en poche lui-même, là, l'argent, c'est pas sur quoi, bon, je ne sais pas. Ces 200 millions, c'était très peu d'argent pour une république, pour le grand travail, mais ça a boosté un peu. Et je crois qu'il faut maintenant continuer dans les investissements qu'il y a, parce que comme je disais, si on fait, par exemple, l'agriculture pérenne, on a lancé ça dans la Tchop et Bazouélé là-bas. C'est pas dans moins de 5 ans que vous aurez des résultats. Et pendant ce temps-là, les communautés là, ils doivent vivre. Ils ne doivent pas attendre, ils ne vont pas manger le café qui est dégrandi. Ouais. Tout ce travail-là d'encadrement, de pérennisation, prend du temps. Et je pense qu'on doit continuer à appuyer pour que ça puisse avancer. Mais on a besoin beaucoup plus de moyens que ça, en principe. Alors, nous sommes en train de chuter dans cet entretien avec vous. On a compris que les défis sont énormes pour vous également. Et vous pensez aujourd'hui quelles sont les priorités, les projets phares de votre organisation dans 2, 3, 4 mois, court, long et court terme, moyen terme et à long terme, ou justement atteindre ces objectifs-là, parce que 2030, c'est dans quelques années, alors que les objectifs de développement durable, dont vous avez la charge également aussi de faire aboutir, notamment les points 13 et 15, je l'ai dit, et il faut que vous puissiez travailler. Quelles sont les priorités dans les jours à venir pour vous? Pour nous, nous pensons que les projets, ça a une durée limitée. Et ça a démontré des limites. Si vous allez voir un pancarte écrit projet par ça, vous cherchez à l'internet, vous avez trouvé que c'est 300 millions de dollars qui ont été utilisés. Vous cherchez pour le maïs. Vous cherchez l'impact justement. Le maïs lui-même là, il n'est pas là. Les champs, ils ne sont pas là. Ils ont disparu avec le projet. C'est là nous notre souci comme société civile. C'est la pérennisation, c'est-à-dire que l'après.
quand le projet s'arrête, que c'est un financement qui est limité dans l'État, la suite, ça sert à quoi? C'est ça, c'est le travail que nous faisons, notre vision dans ça. Et dans cette vision-là, non seulement nous continuons à utiliser la pédagogie, les ressources qui sont mises là-bas pour essayer un peu de renforcer la gouvernance des communautés, parce qu'il faut aussi qu'ils soient structurés, que ça ne soit pas comme on le faisait dans l'État où un chef coutumier vendait une terre parce qu'on lui donnait du bateau. Et puis la communauté commence à dire non, c'est pas nous, c'est les chefs. Là, nous avons donc tous ces projets-là ont l'obligation de créer des cadres de gouvernance qu'on appelle les comités locaux de développement, qui doivent en principe à un moment donné aussi avoir leur propre plan de développement au niveau local. Et ce plan de développement-là peut aller au niveau du plan provincial de développement si la province s'organise très bien. De sorte que tout projet qui va venir puisse s'aligner à ces... Qu'on ne vienne pas imposer, c'est comme je dis à Bicor, on a mis des lampadaires et puis les gens, ils n'ont pas eu de pièces de rechange et puis ça s'est éteint et puis c'est terminé. Mais entre-temps, on avait déjà filmé, qu'on a montré que non. On a éclairé les marchés de Bicor. Et que donc c'est tout ça qui constitue notre travail. En amont. En aval, c'est qu'à la longue, avec ce projet, une fois terminé, que les communautés auront un comportement qui démontre l'accroissement du couvert forestier, ça démontre aussi l'accroissement de notre capacité de séquestrer le carbone. C'est que dans les années qui viennent, ce sont les marchés de carbone qui vont venir remplacer les projets. Parce que le carbone, c'est le marché carbone, ce ne sont pas des projets, c'est un marché dans une durée où vous avez l'argent, vous avez un plan de partage de bénéfices et que les communautés continuent et ils sont rétribués, payés par ça. Et nous serons aussi regardants dans les jours à venir sur le paiement sur les services environnementaux qui sont en train d'être mis en place. Vous savez, nous avons été dans une réunion interministérielle des pays du bassin du Congo où on discutait d'un dispositif de paiement de services environnementaux. Ça aussi, c'est du cash pour les communautés et ce sont des questions comme ça que nous voulons. Nous voulons voir vraiment les communautés être bénéficiées. Donc notre focus, c'est vraiment lutter contre la pauvreté. Dès lors que les communautés se font une discipline d'exploiter durablement les forêts. Et là, je vais toujours citer ce travail-là riche, un travail sur cette thèse-là qui a été publiée à l'Université de Kinshasa. Je cite la thèse du professeur Valentin Oumassombo qui parle justement qu'il y a, au-delà de ce que vous déclarez, en termes de l'appropriation de la communauté, il a conclu dans sa thèse que c'est beaucoup plus aussi un problème de communication. Est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont les approches que vous avez prises en termes de la communication? Parce que c'est à travers la communication que vous pouvez parvenir à faire approprier la vision des RED+, aux populations locales et leur faire comprendre le bien fondé de votre démarche. Oui, à ce niveau-là, on a, je crois que c'est ça l'avantage que nous avons, d'être à côté des communautés avec nos antennes. Nous, ce que nous faisons au niveau national, c'est ce qu'on fait ensemble ici, c'est-à-dire un peu de recouper les informations, avoir tout ce qu'il faut, tout ce qui est en train d'être développé, et qu'on renvoie au niveau des coordinations provinciales pour qu'ils puissent le disséminer. C'est vrai que pendant la première partie de notre mission, nous n'avons pas pu faire ce travail de manière approfondie parce que nous étions en train de construire la dynamique. Pour la construire, vous savez, installer 19 coordinations provinciales, matériel et tout ça, et les assemblées générales, parce qu'il faut que ce soit démocratique dans 19 provinces, ça n'était pas facile. Cette partie-là, la partie gouvernance, on l'a bien menée. Maintenant, ici, je pense que la partie commence ici, c'est la partie suivie des proximités et évidemment où on va intégrer beaucoup plus les activités d'information. Mais là où le PIRED fonctionne, nous insistons toujours qu'il y ait des mécanismes de communication. Et ces communications, chaque PIRED a un chargé de communication qui travaille étroitement avec nous pour informer des activités qu'ils font là. Et nous, on les informe de ce qui est des évolutions. Par moment, ils viennent ici, quand il y a des activités liées à... On fait appel à tout ce qui soit à travers les provinces pour venir ici et s'imprégner, participer à des ateliers nationaux où on réfléchit sur des questions. Et ils ont l'information en temps réel
pour ramener en province. Ouais, c'est un peu ça. Mais dans la communication, je pense que le pays a ce problème-là. Nous avons un vaste pays. Je me souviens, moi, quand je suis parti à Oshwe, c'est pas facile. Même pour y arriver. Quand quelqu'un ne peut pas arriver. Maintenant, nous, on recommande au programme de trouver des moyens. Parce qu'il y a des programmes qui ont des problèmes avec les communautés par manque de communication. Où les gens disent non, ils viennent voler ils ont vendu notre carbone. Ouais, et puis ils viennent nous amener des bâtiments et des cacao. Donc, nous recommandons à ce programme-là et à nous-mêmes de faire un effort pour avoir ne plus qu'une radio communautaire. Il y a beaucoup d'endroits, il n'y en a pas. Il y a beaucoup d'endroits où j'ai vu sur au bord du lac Maindombe, où les gens ne savaient même pas comment évoluer les calendriers. Ils ne savaient pas, et donc ils s'est retrouvés, ils disaient, mais les bonnes années, c'est quand? Pourtant, bonne année, c'est le cas qui s'est déjà passé. Et donc, ce travail, donc, le Congo est vaste, il y a difficile d'accessibilité, mais la communication, et après, nous ce qu'on dit toujours, c'est qu'à notre niveau, c'est nous qui devons apprendre beaucoup plus de communautés. Parce que quand on va là-bas, ce n'est pas pour aller leur dire de ne pas couper le bois, parce qu'ils ne coupent presque pas. Ça fait, je vous dis que nous sommes à 0,2%, peut-être 0,3% aujourd'hui. Tous ces projets n'étaient pas là. Et nous, on n'était pas là. Ouais. Et que donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup plus à apprendre, et peut-être aussi à la donner des informations pour valoriser, rentabiliser les efforts qu'ils font. Pour être payés par rapport aux efforts, parce qu'ils ne savent pas que ce qu'ils ont fait contribuer à la survie de l'humanité. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, à moi que vous pensiez que je n'ai pas posé une question que vous auriez voulu que nous puissions aborder. Moi, je considère qu'en une heure d'échange, il est difficile de pouvoir aborder tout. Vous avez la dernière parole. Non, je remercie Géopolis pour ce temps. Je pense que c'est important. C'est un problème que nous avons souvent d'avoir le temps de communiquer sur ces questions. Les presse sont dans d'autres choses. Ils oublient les questions essentielles de la survie des gens. On ne peut pas parler de la politique si on a une inondation ici et tout s'en va. Vous avez suivi à Californie ailleurs et il n'y a personne qui est épargné. Californie, ce n'est pas une ville de pauvres. Mais avec leur argent, ils n'ont pas pu arrêter la catastrophe. Donc, c'est une interpellation pour nous tous, pour la presse et pour tout le monde, de s'intéresser à cette question et de continuer vraiment à faire en sorte que les gens en parlent, que les gens prennent conscience et qu'ils agissent en fonction de ça, sur cette question. Je crois que ça sera une bonne chose et le groupe de travail que demande de rénover est toujours disponible. Tous les acteurs sont là. Si vous avez une mission en province, vous pouvez toujours consulter un de nos acteurs et il va vous dire comment il travaille et tout ça. Sinon, merci encore une fois et je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Grand merci, Monsieur Guy Kajemba, notre invité de ce soir. Il est coordonnateur national du groupe de travail climat, Red Plus Rénové, que je puisse reçu dans le cadre de cette émission éco-verte pour parler justement de changement climatique, de ce grand projet que le gouvernement de la RDC a pu mettre au point. Aujourd'hui, on a du couloir vers Kinshasa, je vais inverser Kivu-Kinshasa, qui s'étend presque sur 100 000 km, qui a resté quand même beaucoup, et une ambition vraiment un peu, d'autres experts même estiment que c'est démesuré. Pour Kinshasa, il y a beaucoup de défis pour implémenter ce projet. Vous avez suivi cette émission avec attention. On a parlé avec l'un des experts que le pays connaît dans ce secteur de l'environnement. Merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs de Géopolis Télévision. Nous vous remercions et à très bientôt. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission et à très bientôt.